Bonjour à tous. Donc on va faire la suite, si vous voulez, du cours, relativement au premier chapitre. Alors aujourd'hui, on va finir le premier chapitre. D'accord. On n'a pas tout fait. De toute façon, on n'a pas le choix. On a cumulé beaucoup de retard, donc il faut faire avec. Mais avec ce qu'on va faire aujourd'hui, on aura fait l'essentiel. D'accord. Donc on va juste rajouter certaines choses, juste le nécessaire pour pouvoir finir la série TD. Donc à la reprise, on entamera directement le deuxième chapitre. Donc il faut bien suivre ces enregistrements, c'est important. Alors ce qu'on n'a pas traité, il faut lire et essayer de comprendre. Mais vous ne serez évalué que sur ce qu'on a fait effectivement. D'accord. Ce qu'on n'a pas traité, voilà. Vous ne serez pas évalué sur ce qu'on n'a pas. Vous ne serez pas évalué ou jugé sur ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Mais même si on n'a pas fait quelque chose, il faut lire, il faut essayer de comprendre. D'accord. Parce que le but, c'est que vous deveniez compétent. D'accord. Il ne faut pas travailler uniquement pour les examens. Il faut travailler pour devenir compétent. Donc, même si on n'a pas fait quelque chose, il faut lire, il faut essayer de comprendre, etc. Alors, la dernière fois, je pense qu'on s'était arrêté au niveau de la deuxième loi de Fick. Voilà, on s'était arrêté à ce niveau. On avait fait les lois de Fick, les deux lois de Fick, la première et la deuxième loi de Fick, qui décrivent, si vous voulez, ou bien qui rendent compte du phénomène de diffusion. D'accord, alors maintenant on va voir une application, si vous voulez, du phénomène de la diffusion. Donc le phénomène de la diffusion, on l'a traité d'un point de vue fondamental, c'est-à-dire d'un point de vue basique. On avait vu qu'est-ce que c'est que la diffusion, quelles sont, ou bien on a vu aussi quelles sont ou quelle est la cause de la diffusion, qu'est-ce qui cause ou bien qu'est-ce qui provoque la diffusion, qu'est-ce qui fait que une substance diffuse dans tel ou tel sens. On a vu tout ça, on avait décrit ce phénomène par certaines équations mathématiques qui sont les deux lois de Fick. Alors ça c'est d'un point de vue fondamental. Maintenant d'un point de vue pratique, quel est l'aspect, si vous voulez, applicable de la diffusion? Alors la diffusion, on la rencontre dans ce qu'on appelle dans le cadre du phénomène de la dialyse. D'accord? Donc on va voir qu'est-ce que c'est que la dialyse. Voilà, mais avant d'aborder l'aspect pratique ou applicable du phénomène de diffusion, on va d'abord s'intéresser à la diffusion à travers une membrane. D'accord, on s'intéressera à la diffusion à travers une membrane. D'accord, à l'issue de cette diffusion, alors on va s'intéresser à la diffusion de particules chargées. Voilà. Alors tout à l'heure, quand on avait décrit quand on avait décrit les deux lois de Fick, on avait considéré des substances, si vous voulez, neutres. Maintenant, on va s'intéresser à la diffusion de molécules ou de particules chargées. D'accord, alors le point 6, donc on vous dit existence de différence de potentiel. On va voir ce qu'on appelle la loi de Nernst. Alors on vous dit, considérant un système contenant deux compartiments. Donc vous avez un système, comme c'est illustré ici, qui contient deux compartiments. Le compartiment 1 et le compartiment
2. Alors, au niveau du compartiment 1, vous avez des particules A1 et des particules B1. Et au niveau du compartiment 2, vous avez des particules A2 et aussi des particules B2. Alors, ce sont des particules chargées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, dans chacun des compartiments, on a une solution saline. Alors, une solution saline, par exemple, c'est le fait de dissoudre du NaCl dans l'eau. C'est une solution saline. D'accord. C'est une solution saline. Alors, bien évidemment, il y a un gradient de concentration entre les deux phases, 1 et 2. Alors, on s'intéresse au phénomène de diffusion. Pour que le phénomène de diffusion ait lieu, il faut qu'il y ait un gradient de concentration, une différence de concentration. Alors, le gradient de concentration, ou bien la différence de concentration, c'est la condition sine qua non pour que le phénomène de diffusion puisse se réaliser. C'est-à-dire c'est la condition sans laquelle le phénomène de diffusion ne pourra pas se réaliser. Donc il faut qu'il y ait un gradient de concentration pour qu'il y ait phénomène, pour qu'il y ait diffusion. Donc, on a un gradient de concentration entre les deux compartiments, entre les phases 1 et 2. Alors, la membrane n'est pas perméable aux ions B. On va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que la membrane n'est pas perméable aux ions B. Ou bien, si vous voulez, voilà, on verra ça après. Hein. Alors, par conséquent, bon, on va expliquer ça d'abord. Alors, je vais prendre une nouvelle fenêtre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, on avait dit que nous avons deux compartiments. D'accord. Séparés par, d'accord, une membrane que je schématise comme ceci. D'accord. Alors, ici, vous avez le compartiment 1. Ici, vous avez le compartiment 2. D'accord. Alors, ici, on a des particules A1 et des particules B1. Et ici, on a des particules A2 et des particules B2. D'accord. Alors, pour faire simple, on va dire que les particules A1, ce sont des charges positives. D'accord. Supposons par exemple que nous avons 4 charges positives. Hein? D'accord. Qu'on note A1. Alors, on a aussi, on va supposer que B1, que les particules B1 sont des charges négatives. Donc, on supposera qu'on a aussi 4 charges, mais cette fois-ci de type B1, mais cette fois-ci négatives. D'accord. Ici, les particules A2, ce sont aussi des particules positives. Donc on va supposer que nous avons 2 particules positives dans le compartiment 2 et 2 particules négatives de type B2. Pardon. Donc initialement,
initialement, les deux compartiments, ils sont neutres. D'accord. 4 charges positives et 4 charges négatives, ça vous fait 0. 2 charges positives et 2 charges négatives, ça vous fait aussi 0. Alors, ce n'est pas moi qui ai procédé ainsi, mais c'est Nernst. D'accord. N'oubliez pas qu'on traite la loi de Nernst. D'accord. Nernst. Voilà. Alors, les deux compartiments, initialement, ils sont neutres, comme on le voit bien ici. Alors, on remarque bien qu'il y a une différence de concentration. Alors, avant d'oublier, on suppose que les particules B1 et B2 sont imperméables. D'accord. C'est-à-dire que cette membrane-là n'est pas perméable aux particules B1 et B2. Ça veut dire que la particule B1 ne peut pas traverser cette membrane et la particule B2 ne peut pas aussi traverser cette membrane. C'est pour ça qu'on a mis une croix ici, comme ceci. C'est pour signifier que les particules B1 et B2 ne sont pas perméables, elles sont imperméables. Les particules B1 et B2. En d'autres termes, la membrane n'est pas perméable aux particules B1 et B2. D'accord. Plus exactement, la membrane n'est pas, plus précisément, la membrane n'est pas perméable aux particules B1 et B2. Elle est imperméable aux particules B1 et B2. Alors maintenant, si vous remarquez la concentration des particules A1 dans le premier compartiment et la concentration des particules A2 dans le deuxième compartiment, on constate bien qu'il y a une différence de concentration. Il y a un gradient de concentration. D'accord. Du coup, la particule A1 qui est chargée, elle va diffuser du premier compartiment vers le deuxième compartiment. Du compartiment où la concentration est élevée vers le compartiment où la concentration est moins élevée. Conformément au phénomène de diffusion qu'on a décrit la dernière fois. Donc les particules A1, elles vont diffuser comme ceci. Du compartiment 1 vers le compartiment 2. Alors maintenant, sachant que ces particules sont chargées, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, initialement, le compartiment 1 était neutre. Vous avez 4 charges positives et 4 charges négatives. Maintenant, si les particules A1 diffusent du compartiment 1 vers le compartiment 2, qu'est-ce qui va se passer? Alors, supposons qu'une seule charge positive, parmi ces 4 charges-là, va passer de l'autre côté. D'accord. Donc, on aura une charge positive parmi ces 4 charges-là qui va passer de ce côté. Donc, on va avoir ici une charge positive. N'est-ce pas? Ici, il nous restera uniquement que 3 charges. D'accord. Il nous restera uniquement 3 charges positives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la neutralité du compartiment 1 n'est plus d'actualité. Regardez, vous avez 3 charges positives et 4 charges négatives. Donc, le compartiment 1 n'est plus neutre. De même, pour le compartiment 2. Là, vous avez une charge positive qui est venue séjourner, si vous voulez, dans le compartiment 2. Donc, on a un excès de charge positive par rapport aux charges négatives. Aussi, le deuxième compartiment n'est plus neutre. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que la diffusion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle engendre, elle induit ce qu'on appelle un gradient électrique. Regardez, ici, vous avez un excès de charge négative. Vous avez 3 charges positives et 4 charges négatives. Vous avez un excès de charge négative. Par contre, ici, vous avez 3 charges positives, 2 charges positives plus celle-là, ça nous fait 3, et 2 charges négatives. Ici, dans le compartiment 2, nous avons un excès de charge positive.
de part et d'autre de la membrane, vous avez un gradient de potentiel électrique, ou bien si vous voulez, une différence de potentiel électrique, dans la mesure où ce côté-ci, proche du compartiment 2, il sera chargé positivement. Par contre, l'autre côté, proche du compartiment 1, il sera chargé négativement. D'accord? Ici, vous avez un excès de charge négative. Ici, vous avez un excès de charge positive. Donc, dans le cas d'une diffusion, de particules chargées, la diffusion de ces particules chargées engendre, ou bien induit, ou bien est à l'origine de l'apparition d'un gradient électrique, ou bien d'une différence de potentiel électrique. Un gradient électrique, c'est une différence de potentiel électrique. D'accord? Un gradient électrique entre deux points, vous avez ce point et ce point. Quand on vous dit qu'il y a un gradient électrique entre ces deux points, ça veut dire l'état électrique de ce point n'est pas le même que l'état électrique de ce point. Il y a une différence entre le potentiel. Il y a une différence de potentiel entre ces deux points. C'est la même chose ici. D'accord, ça veut dire que ce côté-ci, alors je trace un autre schéma. Donc je trace la membrane. D'accord, pour ne pas encombrer le premier schéma, je préfère tracer un deuxième schéma. D'accord. Donc celle-là, c'est la membrane séparatrice. D'accord. Alors, ici, c'est le compartiment 1. Ici, c'est le compartiment 2. Alors, donc, cette diffusion va engendrer quoi? Elle va engendrer un gradient électrique. Une différence de potentiel électrique de part et d'autre de cette membrane. C'est ce côté-ci de la membrane, il sera chargé positivement, parce qu'il y a diffusion de charge positive vers le compartiment 2. Par contre, le côté proche, le côté de la membrane faisant face au compartiment 1, il sera chargé négativement. D'accord. Il y a diffusion de charge positive du compartiment 1 vers le compartiment 2. Donc ici, on aura un déficit ou bien une déficience de charge positive. Ça veut dire on aura un excès de charge négative. Par contre, ici, on aura un excès de charge positive et un déficit ou une déficience de charge négative. Donc cette diffusion-là, d'accord, elle a induit un gradient de potentiel électrique. Elle a induit un gradient électrique. D'accord. Maintenant, la loi de Nernst, elle permet de quantifier, si vous voulez, ou bien de calculer cette différence de potentiel électrique de part et d'autre de la membrane. Voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on avait dit que les particules B1 et B2 ne sont pas perméables? Pourquoi est-ce qu'on avait imposé le fait que la membrane ne soit pas perméable pour les particules B1 et B2? Regardez, c'est tout simple. On avait supposé, alors imaginez qu'il y a une charge positive qui passe du compartiment 1 vers le compartiment 2. Donc vous avez cette charge, une charge positive. Au début, on avait 4 charges ici. Donc il y a une charge qui passe. Donc on aura une charge positive qui viendra séjourner dans le compartiment 2. Donc ici, il ne nous restera que 3 charges positives. Maintenant, imaginez que la particule... imaginez aussi... imaginez que les particules B1 diffusent aussi. D'accord. Imaginez qu'une particule négative de type B1 diffuse elle aussi à travers cette membrane. D'accord. Ça veut dire qu'il va y avoir une charge négative qui viendra séjourner dans le compartiment 2. Et cette charge négative va compenser cette charge positive. Du coup,
il n'y aura pas d'apparition de différence de potentiel. D'accord, puisque cette charge négative va annuler l'apport, si vous voulez, de cette charge négative, et vice-versa. Donc ici, s'il y a une charge négative qui passe, il nous restera ici 3 charges négatives. 3 charges positives plus 3 charges négatives, ça donne 0. Donc ça ne sert à rien que la membrane, si vous voulez, soit perméable aux particules B1 et B2. D'accord, pour qu'il y ait apparition d'une différence de potentiel, il faut nécessairement que la membrane soit imperméable à l'un ou l'autre des types de particules que nous avons ou que nous considérons. D'accord. D'accord, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai procédé ainsi, hein, c'est Monsieur Nernst. D'accord. Voilà, qu'on s'entende bien. Mais il se trouve que au niveau de notre organisme, les choses se passent de cette manière. Voilà. Comme quoi la nature fait bien les choses. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, au début, quand la particule A1 diffusait à travers la membrane. D'accord. La particule A1, on l'avait ici. Donc la particule A1 diffuse du compartiment 1 vers le compartiment 2. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le flux de diffusion. D'accord, c'est un flux de diffusion. Il y a de la matière qui se déplace du compartiment 1 vers le compartiment 2. Maintenant, ce flux de diffusion va induire, ou bien va engendrer, un gradient de potentiel électrique. Alors ce gradient de potentiel électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait s'opposer au flux de diffusion. Il va contrecarrer, si vous voulez, le flux de diffusion. Alors, regardez. Alors, je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Je vais tracer un autre schéma pour ne pas encombrer les schémas précédents. D'accord, donc on a une membrane ici qui sépare, c'est une membrane séparatrice qui sépare les deux compartiments. Voilà. Alors, initialement, on avait dit que les deux compartiments étaient neutres. D'accord, initialement, les deux compartiments sont neutres. Donc ici, on a des charges positives. Hein. On avait dit qu'on avait 4 charges positives. Ici, on avait 2 charges positives, conformément au premier schéma, hein, conformément à ce schéma. Alors, on avait supposé qu'une seule charge positive passe de 1 vers 2. Donc, il va y avoir une charge positive qui va passer de 1 vers 2. Ça veut dire que cette charge positive-là, elle va se retrouver ici. D'accord. Il ne faut pas perdre de vue que nous avions aussi ici 4 charges négatives. Alors, si une charge positive passe du compartiment 1 vers le compartiment 2, ça veut dire que ici, on n'aura plus 4 charges positives, mais on n'en aura que 3. D'accord, on n'en aura que 3. D'accord, ici aussi, on a 2 charges négatives. Alors, regardez ici. Vous avez un surplus de charges positives. On a une charge positive de plus. Par contre, ici, on a une charge négative de plus. 3 positives, 4 négatives. Donc, on aura ici une charge négative. Pour faire simple, on va considérer une seule charge. Hein. Donc, ce côté-ci de la membrane, il sera chargé positivement. Mais l'autre côté, celui-là, proche du compartiment 1, il sera chargé négativement. Ça, c'est un gradient électrique. D'accord. Donc, maintenant, ce gradient électrique, qu'est-ce qu'il va faire? Au début, avant l'apparition de ce gradient électrique, les particules positives voyagent, si vous voulez, ou bien se meuvent
du compartiment 1 vers le compartiment 2. D'accord. Compartiment 1, compartiment 2. Ici, vous avez la membrane. D'accord. Au début, les particules positives voyagent, si vous voulez, du compartiment 1 vers le compartiment 2, dans ce sens. Hein? D'accord. On a considéré le mouvement des charges positives. Maintenant, ce mouvement des charges positives va engendrer un gradient électrique. D'accord. Ce côté-ci de la membrane, il sera chargé positivement, et ce côté-ci sera chargé négativement, comme je l'ai schématisé ici. Maintenant, ici, vous avez une différence de potentiel entre deux points. Une différence de potentiel de part et d'autre de la membrane. Cette différence de potentiel, elle va engendrer quoi? Elle va induire un champ électrique. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait dit, si vous vous en souvenez? Au début du cours, on avait dit le champ électrique, il est sortant d'une charge positive et rentrant vers la charge négative. Ça veut dire qu'ici, on va avoir un champ électrique d'accord, on va avoir un champ électrique d'accord, qui va être induit par ce gradient de potentiel électrique. Et ce champ électrique, il sera orienté de la charge positive vers la charge négative. D'accord. Ça, c'est le champ électrique. J'espère que je me suis bien fait comprendre. D'accord, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Hein? Donc, je répète. On avait au début diffusion de charges positives à travers la membrane. Les charges positives, on va considérer une seule charge pour faire simple. La charge positive passe du compartiment 1 vers le compartiment 2. N'est-ce pas? À cause du gradient de concentration. Parce qu'ici, on avait un excès de charge positive et ici, si vous voulez, la concentration des charges positives de part et d'autre n'est pas la même. Donc, on a diffusion de la charge positive du compartiment 1 vers le compartiment 2. Maintenant, cette diffusion, ce flux de diffusion, qu'est-ce qu'il crée? Il crée un gradient électrique. Cette charge-là, quand elle passe du côté 1 vers le côté 2, alors au niveau du compartiment 2, on va avoir un excès de charge positive. Et au niveau du compartiment 1, on aura un déficit de charge positive, c'est-à-dire un excès de charge négative. D'accord. Donc, on aura un gradient électrique de part et d'autre de la membrane. Le côté proche du compartiment 2, il sera chargé positivement parce qu'il y a des charges positives qui arrivent du compartiment 1. Et le côté proche du compartiment 1, il sera chargé négativement parce qu'il y a des charges positives qui s'échappent du compartiment 1 vers le compartiment 2. Donc ce flux de diffusion engendre un gradient électrique qui, à son tour, engendre un champ électrique. D'accord. Lequel champ électrique va induire aussi une force électrique. D'accord. Donc le champ électrique, il s'oriente de la charge positive vers la charge négative. Il est sortant de la charge positive et rentrant vers la charge négative. Maintenant, je répète, le flux de diffusion va engendrer un gradient électrique qui, à son tour, va induire un champ électrique, lequel champ électrique va créer une force électrique. D'accord. Alors ici, on a considéré le mouvement d'une charge positive. La charge qui se déplace, elle est positive, donc c'est plus Q. La force qui va s'appliquer sur cette charge-là, due à ce gradient électrique,
elle sera donnée par Q fois E, fois le champ électrique qu'elle subit. Et comme cette charge est positive, ça veut dire que cette force aura le même sens que le champ électrique. Ça veut dire que la force électrique qui va s'appliquer sur la charge positive, elle sera dans ce sens. Elle sera dans le même sens que ce champ électrique E. Ça veut dire qu'il y a une force qui s'oppose, si vous voulez, au flux de diffusion qui est dû au gradient de concentration. D'accord? Donc, je répète, le flux de diffusion qui est dû au gradient de concentration, il engendre un gradient électrique, un gradient de potentiel électrique qui va s'opposer au flux de diffusion qui est dû au gradient de concentration. D'accord, j'espère que j'ai été assez clair. Donc le gradient électrique va engendrer une force qui va s'appliquer sur la charge positive et qui sera opposée au flux de diffusion. D'accord, donc la charge positive, elle se déplace dans le même sens que ce champ électrique, ça veut dire dans ce sens. À un certain moment, il va y avoir un équilibre. Le flux de diffusion le gradient électrique, si vous voulez, va compenser exactement le flux de diffusion. D'accord? Donc je répète, à un certain moment, le gradient électrique va compenser exactement le flux de diffusion. Ça veut dire que la diffusion, elle va s'arrêter. Il n'y aura plus de charges positives qui vont passer du compartiment 1 vers le compartiment 2. D'accord. Alors, si c'était des particules qui n'étaient pas chargées, bien sûr, la diffusion, elle va se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait équilibre des concentrations de part et d'autre. Mais là, dans ce cas-là, puisque les particules sont chargées, il ne va pas y avoir égalité des concentrations de part et d'autre de la membrane, parce que les particules, elles sont chargées. Il va y avoir un gradient électrique qui va s'opposer à cette diffusion et qui va empêcher la répartition uniforme, si vous voulez, d'un point de vue concentration de part et d'autre de la membrane. D'accord? Parce qu'on a affaire à des particules chargées qui se diffusent. D'accord? Ces particules chargées, quand elles se diffusent, elles vont engendrer un gradient électrique qui va s'opposer au flux de diffusion. Mais si les particules n'étaient pas chargées, il n'y aurait pas de gradient électrique qui s'opposerait à cette diffusion, bien évidemment. Voilà. Par contre, ici, il y a, si vous voulez, une contrainte. Les particules, elles sont chargées, donc il y a création d'un gradient électrique qui s'oppose au flux de diffusion. Maintenant, la loi de Nernst, elle nous permet de calculer la différence de potentiel de part et d'autre de la membrane à l'équilibre. Ça veut dire que c'est la différence de potentiel nécessaire pour contrecarrer, pour compenser exactement le flux de diffusion. C'est la différence de potentiel, en d'autres termes, si vous voulez, c'est la différence de potentiel nécessaire pour arrêter, freiner la diffusion. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Pardon. Voilà. Donc la membrane, on vous le dit ici, donc le schéma, on l'a décrit tout à l'heure. Dans chacun des compartiments, on a une solution saline, AB. Bien évidemment, il y a un gradient de concentration entre les deux phases 1 et 2. La membrane n'est pas perméable aux ions B. On a expliqué pourquoi. Par conséquent, on vous dit, une différence de potentiel va apparaître de part et d'autre de la membrane à cause de la diffusion des ions A. Et cette différence de potentiel est donnée par la formule suivante. V
égale à RT. R, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température. Ça, c'est le logarithme népérien. D'accord, c'est le logarithme népérien de la concentration de l'ion A dans le compartiment 2. D'accord, que divise la concentration de l'ion A dans le compartiment 1. Alors ça, c'est pas au carré, hein? C'est la concentration de la particule A dans le compartiment 2 que divise la concentration de la particule A dans le compartiment 1. D'accord, c'est le logarithme népérien de ce rapport. D'accord, alors F, c'est ce qu'on appelle la constante de Faraday. Et ZA, c'est ce qu'on appelle la valence de l'électron. On va expliquer ça tout à l'heure. Hein. Donc c'est l'équation de Nernst. Alors les concentrations ici, ce n'est pas les concentrations initiales, hein, c'est les concentrations finales. C'est après la diffusion. C'est l'équation de Nernst. Elle permet d'évaluer le potentiel d'équilibre des ions. Ici, il s'agit de l'ion A. C'est-à-dire la valeur de potentiel de membrane, c'est un potentiel de membrane, pour lequel la force électrique contrebalance la différence de concentration de l'ion en question des deux côtés de la membrane. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est la différence de potentiel nécessaire pour arrêter, si vous voulez, la diffusion. Voilà. Alors maintenant, ZA, c'est la charge que porte l'ion. D'accord, que porte l'ion A. Alors, si vous, un exemple, par exemple, si vous avez Cl-, si vous avez Cl-, là, la charge de cet ion, c'est -1. C'est -1. Si vous avez O2-, la charge de cet ion, c'est -2. O2-, c'est -2. Si vous avez N, je ne sais pas, Al3+, Al, c'est l'aluminium, Al3+, là, la charge, c'est +3. Maintenant, F, c'est ce qu'on appelle la constante de Faraday. Alors, cette constante de Faraday, elle vaut 96 490 coulombs par mol. D'accord. On vous dit, elle correspond à la quantité d'électricité nécessaire pour réduire ou oxyder une valence d'un électrolyte. Alors, je m'explique. Supposez que vous avez une mole, par exemple, supposez que vous avez une mole, par exemple, de pardon, donc supposons que nous avons une mole d'un certain électrolyte. D'accord. On suppose qu'on a une mole d'un certain électrolyte. Maintenant, pour soit arracher un électron à cet électrolyte, ou bien lui permettre de gagner ou de capter un électron, il faudra lui donner une énergie valant 96 490 coulombs par mol. Je répète, supposons que nous avons une mole d'un certain électrolyte. D'accord, n'importe quel électrolyte. Hein. Par exemple, je ne sais pas,
NH3+, par exemple. D'accord. Donc supposons que nous avons une mole d'un certain électrolyte. D'accord. Par exemple, NH3+. D'accord. Alors, si vous voulez soit arracher un électron ou bien permettre à cet électrolyte, de capter ou de gagner un électron, il faudra lui fournir une énergie qui vaut 96 490 coulombs par mole. D'accord. Alors, quand on vous dit ici, c'est la quantité d'électricité nécessaire pour réduire ou oxyder. Réduire, c'est permettre au système de gagner des électrons, et oxyder, c'est lui permettre de céder des électrons. Alors, pour réduire ou oxyder une valence, ça veut dire un électron. Donc, je répète, la constante de Faraday. D'accord, vous avez une mole d'un certain électrolyte. D'accord. Si vous voulez que chaque électrolyte de cette mole-là capte ou cède un électron, il faudra lui apporter cette quantité d'énergie, 96 490 coulombs par mole. Je répète, désolé, je répète à chaque fois la même chose, mais c'est pour être sûr que le message est passé. Si vous avez une mole d'un certain électrolyte, maintenant, si vous voulez que chaque électrolyte de cette mole-là capte ou cède un électron, une valence, ça veut dire un électron, il faudra lui apporter cette quantité d'énergie qui est donnée par la constante de Faraday, qui vaut 96 490 coulombs par mole. J'espère que j'ai été assez clair. Voilà. Alors, R, c'est la constante des gaz parfaits. Donc la constante, vous la connaissez. Hein? Alors, CA2 et CA1, c'est les concentrations de l'ion A dans les phases 1 et 2. Voilà. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va voir un aspect pratique du phénomène de diffusion. D'accord. Donc on va passer directement à la dialyse. D'accord. Donc la dialyse, c'est la fonction d'un rein normal. Alors vous savez que notre sang, il se charge de déchets. D'accord. C'est des déchets relatifs à la désintégration de certaines protéines. Des fois, il y a aussi un excès d'eau qui s'accumule dans le sang. Donc notre organisme doit se débarrasser d'une manière ou d'une autre de ces déchets-là. Et le rein, justement, il est là pour ça, pour filtrer, pour épurer, si vous voulez, notre sang de tous ces déchets qui s'accumulent au niveau de notre métabolisme. Donc la dialyse, on vous dit, c'est la fonction d'un rein normal. Alors, un rein normal, ça veut dire c'est un rein sain. D'accord. C'est un rein sain, qui ne présente pas d'anomalie. Donc,
c'est la fonction d'un rein normal. Donc un rein normal, qu'est-ce qu'il fait? Il régularise le taux de sodium et la quantité d'eau dans le sang. Il élimine les déchets et il produit les hormones aussi. Donc je vous laisse le soin de détailler tout ça. Production d'hormones, etc. Ça c'est plus votre domaine que le mien. Alors maintenant, si ce rein devienne, si vous voulez, si ce rein devient alors s'il y a une anomalie quelque part, d'accord, nos reins ne pourront pas remplir leur fonction de dialyse, ils ne pourront pas remplir leur fonction dialysante. D'accord. Donc un rein, on vous dit ici un rein malade, entraîne un surplus de liquide, il n'élimine pas les déchets tels que l'urée, la créatinine, le potassium, etc. Et il dérègle la production d'hormones contrôlant la pression artérielle, la production des globules rouges, l'absorption de calcium, ainsi de suite. D'accord. Alors maintenant, si vous avez un patient qui présente un rein défectueux, voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra, bien sûr, trouver un moyen pour soigner votre patient, pour lui venir en aide, pour pallier, si vous voulez, au fait que ses reins sont défectueux. D'accord. Alors, le traitement, soit il faut faire une greffe de rein. D'accord. Il faut faire une greffe de rein. On vous dit ici qu'on place un peu au-dessus de la vessie. D'accord. Maintenant, en attendant la greffe, on réalise ce qu'on appelle une dialyse péritonéale. D'accord, c'est une dialyse péritonéale. Alors, dialyse péritonéale. Alors, on vous dit, c'est l'épuration du sang en utilisant le péritoïne qu'on filtre. D'accord, le péritoïne, c'est une membrane qui se trouve au niveau de l'abdomen. D'accord. Ici, vous avez l'abdomen. Donc, le péritoïne, c'est cette membrane-là qui se trouve au niveau de l'abdomen. D'accord. Alors, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le dialysa. Le dialysa, c'est un liquide, d'accord, stérile, bien sûr, c'est un liquide stérilisé qui est proche de la composition du sang en sels minéraux. D'accord. Donc le dialysa, c'est un liquide stérile qui est proche de la composition du sang en sels minéraux. Voilà. Alors maintenant, ça c'est la membrane dialysante. C'est le péritoïne. C'est une membrane qui se trouve au niveau de l'abdomen. Alors ce dialysa, c'est un liquide stérile, encore une fois, qui est proche de la composition du sang en sels minéraux. Alors on injecte ce liquide à travers un tuyau, d'accord, à travers un tuyau, on injecte ce liquide dans l'abdomen, d'accord. Maintenant, le sang, il circule au niveau de cette membrane, d'accord, le sang, il circule au niveau de cette membrane. Alors, le sang, bien évidemment, il est chargé de déchets. Par contre, le dialysa, il est pur. Il ne possède pas de déchets. Il ne contient pas, de déchets. Donc, vous avez une forte concentration de déchets dans le sang et absence de déchets dans le dialysa. Donc, le sang, en circulant dans cette membrane, tous les déchets contenus par le sang, ils vont diffuser du sang à travers cette membrane vers le dialysa qu'on a injecté
au patient, qu'on a injecté au patient. D'accord. Encore une fois, c'est une diffusion, c'est le phénomène de diffusion qui est dû au gradient de concentration. Le sang, il est chargé de déchets, pardon. Vous avez une forte concentration de déchets dans le sang. Par contre, le dialysat, c'est un liquide pur, il ne contient pas de déchets. Donc les déchets vont diffuser du sang vers le dialysat à travers cette membrane qui est le péritoïde. Au bout d'un certain temps, on extrait le dialysat qui est chargé de tous les déchets contenus par le sang et on le jette. Et on peut répéter, plusieurs fois cette opération pour épurer totalement le sang du patient. Voilà. Alors, écoutez, techniquement parlant, je ne sais pas comment les choses se passent exactement. Je ne suis pas médecin de formation. Moi, le but derrière ce que je vous dis là, c'est juste pour vous dire que la dialyse est régie par le phénomène de diffusion. D'accord. On a vu le phénomène de diffusion d'un point de vue, si vous voulez, fondamental, basique. On a vu le modèle mathématique qui est derrière ce phénomène, qui sont les lois de Fick. On a écrit quelques équations, ainsi de suite. Maintenant, l'application, c'est la dialyse. D'accord. Alors, introduction du dialysat dans la cavité péritonéale. Les déchets sont transférés du sang vers le dialysat. Récupération du dialysat. Et voilà. Donc, on jette le dialysat qui n'est plus pur après l'opération. Ensuite, on refait l'opération pour épurer le maximum possible le sang du patient. Maintenant, cette technique, elle est utile, d'accord. Ce n'est pas qu'elle n'est pas utile, elle est utile, mais elle laisse à désirer, d'accord. Parce qu'elle présente plusieurs inconvénients. Alors, les inconvénients, on vous les énumère ici. Donc ici, on vous énumère donc ici, là vous avez les flèches là, on vous énumère les inconvénients que présente cette technique. On vous dit peu de sélectivité pour la masse moléculaire. Ça veut dire que si vous avez des protéines dans le sang, elles peuvent passer du sang vers le dialysat. Ça veut dire que vous allez perdre des protéines. Ça, ce n'est pas bien pour la santé de notre métabolisme. Voilà, perte protéique à compenser. Risque d'infection. Voilà. Alors, j'ai oublié de dire une chose. Le phénomène de diffusion peut aussi se faire dans le sens inverse, c'est-à-dire à partir du dialysat vers le sang. Imaginez que votre sang est pauvre. Imaginez que le sang du patient, présente un déficit en sels minéraux. Si le sang du patient présente un déficit en sels minéraux, eh bien, la forte concentration de sels minéraux que vous avez dans le dialysat, donc les sels minéraux peuvent passer du dialysat vers le sang. D'accord. Si le patient a un déficit ou une déficience, si le sang du patient a une déficience en sels minéraux. On avait dit que le dialysat, il est proche de la composition du sang en sels minéraux. Donc si le sang du patient présente un déficit en sels minéraux, la diffusion peut se faire du dialysat. Les sels minéraux peuvent passer du dialysat vers le sang. Voilà. Alors maintenant, rein artificiel ou hémodialyse. Alors, c'est méthode la plus ancienne. Le malade est relié à une grosse machine. Alors, si vous voulez voir comment ça se passe, il faut aller au centre d'hémodialyse. Ils existent un peu partout. Alors, c'est la méthode la plus ancienne, on vous dit. Le malade est relié à une grosse machine appelée le dialyseur, ou plus simplement un rein artificiel. À l'intérieur, le sang est débarrassé de ses déchets, et une fois épuré, il est réintroduit dans le système circulatoire. 2 tuyaux, un pour le sang qui sort
et un pour le sang qui rentre, reliant le bras du malade à la machine. Le schéma, il est ici. D'accord. Alors, donc vous avez ici un tuyau qui relie le bras du patient au dialyseur. D'accord, on vous dit ici sang non filtré. Donc le sang qui arrive ici, il est d'accord, non filtré. Il est chargé de déchets. Alors une fois dans le dialyseur, alors en fait dans ce dialyseur là, il y a une sorte de, alors il y a plusieurs membranes, c'est des membranes très très fines, d'accord, qui font office de membranes diffusantes, d'accord. À l'intérieur de cette machine qu'on appelle le dialyseur ici, vous avez plusieurs membranes, d'accord, vous avez plusieurs membranes qui sont très très fines et qui font objet de membranes diffusantes. C'est à travers ces membranes que se fait la diffusion des déchets du sang vers le dialysat. D'accord. C'est à travers ces membranes que les déchets se diffusent du sang vers le dialysat. D'accord. Donc c'est ensuite on prend le dialysat, on le jette, ainsi de suite. D'accord. Alors ces membranes-là, si vous voulez, si on peut faire une petite analogie, c'est comme le blaireau là qu'on utilise pour se raser la barbe quand on va chez le coiffeur. Alors le coiffeur il prend un petit truc qu'on appelle le blaireau, un blaireau, et il nous met de la crème à raser sur les joues, etc. Pour nous raser la barbe. D'accord. Alors vous avez des petites membranes très très fines. Voilà, ici au niveau du dialyseur, pardon, vous avez des membranes similaires à celles du blaireau, très très fines. Alors, les jeunes garçons, les jeunes hommes peuvent comprendre ce que je dis, hein, d'accord, mais c'est pas pour les filles, mais les garçons, ils comprendront bien ce que je dis parce qu'ils se rasent souvent la barbe, etc. D'accord, donc vous avez ici plusieurs membranes très très fines à travers lesquelles se diffusent les déchets contenus dans le sang, bien sûr du sang, vers le dialyse. D'accord. Une fois ici, le sang est épuré, d'accord, et débarrassé de ces déchets, on le réinjecte dans le bras du patient. D'accord. Alors l'avantage avec cette technique, c'est que ce type de membrane-là, qui se trouve à l'intérieur du dialyseur, elle laisse diffuser les petites molécules, comme l'urée, etc., mais elle retient les protéines. Hein. Donc c'est une méthode plus avantageuse par rapport à la précédente. Ici, il n'y a pas de perte protéique. D'accord, les protéines, elles sont retenues. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc, s'il vous plaît, suivez ces cours et aussi les enregistrements vidéo que je vous avais fait relativement au TD. D'accord. Malheureusement, on ne peut pas faire plus. Hein. D'accord, parce qu'on a cumulé beaucoup de retard, il faut faire avec. Mais encore une fois, je vous rassure, on a fait ce qu'il faut. On a fait le maximum. Maintenant, pour ce qu'on n'a pas fait, il faut essayer de lire et essayer de comprendre. D'accord. Il faut être un petit peu autonome, mais il ne faut pas vous inquiéter. Vous ne serez évalué que sur ce qu'on a fait effectivement. D'accord. D'accord. Que ce soit en cours, en présentiel ou à distance comme ça. D'accord. Ce qu'on n'a pas fait, on vous jugera pas sur ce qu'on n'a pas fait. D'accord. Mais rien n'empêche, il faut lire. D'accord, encore une fois, il ne faut pas travailler uniquement pour les examens. Il faut travailler pour être compétent, pour acquérir de la compétence. Vous êtes appelé à devenir des médecins. Il ne faut pas travailler uniquement pour les examens. Parce que si vous travaillez uniquement pour les examens, les résultats, certainement,
voilà, ils ne seront pas aussi satisfaisants que vous voudrez. Mais si vous travaillez, si vous visez loin, si vous visez la compétence, l'examen, ça sera un jeu d'enfant. Voilà. Donc merci. Donc à la reprise, on va reprendre, on va entamer l'électricité. D'accord. Bon courage.